Le 20 juillet 2017, le corps du célèbre et fantasque artiste Salvador Dali, décédé en 1989, est exhumé à la demande d'une femme qui voulait savoir s'il était son père biologique. On préleva plusieurs morceaux sur le corps de Dali, comme des fragments osseux, mais les résultats des analyses qui suivirent, et qui nous parvinrent en septembre 2017, montrèrent que non, cette dame n'était pas la fille de Salvador Dali. Ce n'était pas la première fois qu'un test de paternité était réalisé dans ce genre de conditions. On trouvera une histoire similaire en France, plus ancienne, avec Yves Montand. Alors oui, c'est un petit peu glauque, vous êtes prévenus, et si je vous en parle dans cette vidéo, c'est simplement parce qu'elles ont un point commun, ces deux affaires. Un point commun qu'elles partagent avec d'autres affaires d'ailleurs, que vous connaissez peut-être, comme l'affaire Guy Georges, qui a fait pas mal parler d'elle en France il y a quelques années, ou encore l'affaire O.J. Simpson, puisque cette affaire a refait parler d'elle il y a quelques temps, en automne 2017. Et le point commun à toutes ces histoires, c'est la génétique. Quand on regarde les séries américaines dans les laboratoires, c'est toujours branché, super impressionnant, il y a des reconstructions 3D, ça pète, ça claque sa mère, ça envoie du pâté, ça vend du rêve, bref, ça le fait grave. Alors qu'en vrai, c'est super chiant en fait. Et c'est bien de ça dont on va un petit peu parler aujourd'hui, même si bien sûr dans la réalité, c'est très différent de ce qu'on voit dans les séries américaines. Et puis bon, on va pas se mentir, je pense que vous n'aviez pas prévu que je vous parle de génétique, avec pour base l'exhumation de Salvador Dali. La surprise est totale. Bon, parlons peu, parlons bien, pour s'assurer de la parenté de quelqu'un, on va faire ce qu'on appelle une empreinte génétique. Mais comme ici on aime bien reprendre les bases, il va nous falloir intégrer une petite notion essentielle, quelque chose qu'on appelle le polymorphisme. Ça commence bien, niveau vocabulaire. C'est néanmoins très simple. Entre deux individus, une bonne partie de leur génome est identique. La quasi-totalité, en fait, 99,9%. Ce qui signifie que ce qui vous définit, vous, c'est 0,1% de votre génome. Ce petit pourcentage, c'est ce qui permet ce fameux polymorphisme. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette partie vous est propre, elle vous identifie. Cela signifie bien que c'est là-dedans qu'on va piocher pour identifier un criminel, ou encore bien sûr trouver votre père biologique. C'est le miracle de la variabilité. Mais le petit souci que j'ai moi maintenant, c'est que parmi vous, peut-être, certains ne savent pas ce qu'est le génome. On va donc prendre 2 minutes pour en parler un petit peu. Oui, c'est maintenant, c'est le moment, nous allons parler de l'ADN. Ce qui vous fait vous, c'est cette molécule, l'ADN. Et l'ADN est composé de plusieurs éléments, dont une sorte d'armature qui est notamment composée par un sucre, le désoxyribose, c'est d'ailleurs le D dans l'acronyme ADN. Mais ce qui nous intéresse, nous, surtout, c'est ce qui se passe au centre de cette molécule en forme de double hélice. On y trouve 4 autres molécules, les bases azotées, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Ce sont elles qui font ce qu'on nomme l'information génétique. Autrement dit, vous reposez sur un code très long qui est issu de l'enchaînement de ces 4 molécules, et uniquement ces 4 molécules. C'est à partir de ces informations que vous vous êtes développé. C'est à partir de ces informations que vos traits ont été et sont définis. Une partie de votre ADN code pour des protéines. C'est quelque chose que nous avions déjà évoqué dans d'anciennes vidéos. Bref, quand on dit que des gènes codent pour des protéines, cela signifie qu'à partir de notre code avec nos 4 molécules, on obtient, après plusieurs processus qu'on ne détaillera toujours pas, désolé, des protéines. Notez simplement qu'il y a une correspondance entre les triplets de molécules de l'ARN, issus de notre ADN, avec les acides aminés formant les protéines. Cette correspondance qui conduit aux protéines, c'est le code génétique. Un gène code pour une ou plusieurs protéines. Ces protéines peuvent être des enzymes, des composants de vos cellules, elles forment aussi vos tissus, comme vos cheveux, etc., etc. Et quant au gène maintenant, eh bien c'est un morceau de votre code avec les 4 molécules, mais qui est responsable de l'un de vos traits. Et il est situé à un endroit précis dans le génome, ce qu'on appelle un locus, et au pluriel, notez que ça fait Loci, ou Loki, mais on dit plutôt Loci, visiblement. Et maintenant que vous avez compris ça, vous apprendrez que l'ADN se trouve sous la forme de chromosomes, qui se trouve lui-même dans vos cellules, plus précisément dans une partie qu'on appelle le noyau. Bon, maintenant qu'on a compris les bases, on va pouvoir expliquer le concept de l'empreinte génétique. À certains endroits précis de votre génome se trouvent des séquences dites répétées. Le code génétique se répète plusieurs fois, comme ici, 4 fois le motif ATTC, adénine, thymine, cytosine. Ces séquences ont un nom particulier, on les appelle les microsatellites. Oui, je sais, c'est bizarre, mais me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que j'en sais rien. Sauf que voilà, d'une personne à une autre, eh bien le nombre de répétitions à un endroit donné n'est pas forcément le même.
polymorphisme oblige, c'est ce qu'on expliquait au tout début. Par exemple, si je prends des microsatellites situés sur mon chromosome 3 sur celui-ci et que je le compare avec le vôtre, déjà je pense que mon génome est mieux, mais surtout il y a une chance pour que le nombre de répétitions soit différent. Et c'est pas fini car figurez-vous que nous sommes des organismes dits diploïdes. Voilà, c'est tout. Bon d'accord, je vous explique. Cela signifie que vous ne portez pas un chromosome 3, mais 2 chromosomes 3. Voilà, mais c'est pareil pour les autres chromosomes. Cela signifie que sur l'un de vos chromosomes 3, vous pouvez très bien avoir 3 répétitions de vos microsatellites, alors que sur le deuxième chromosome 3, vous pouvez en avoir 5. Et l'explication de cette différence est toute simple. Est-ce que vous savez comment on fait les bébés? Mais si vous savez bien, c'est ce truc-là avec un papa et une maman, ils couchent ensemble et bim. Ça fait du choc à pic. Il se trouve que lors de la reproduction, chacun apporte un chromosome, mais juste un seul par paire. Cela signifie que vous en avez un de votre père et l'un de votre mère. Donc, il est possible que le chromosome où il y avait 3 répétitions vienne de papa, là où maman vous a donné celui où il y en avait 5. En résumé, vous aurez compris que nous avons tous des répétitions de microsatellites dont le nombre vous est propre, et qu'en plus de ça, il vous a été transmis, c'est donc héritable, n'est-ce pas? Merveilleux. L'empreinte génétique ne se base pas qu'à un seul endroit dans le génome, mais sur 13 loci choisis arbitrairement un peu partout dans le génome. C'est sur ces 13 positions qu'on regardera ces fameuses répétitions. Une norme qu'on retrouvera normalement en France, et là où Dali a été exhumé. Parce que forcément, si on regardait qu'une seule séquence, qu'un seul endroit du génome entre Dali et sa potentielle fille, il y aurait une belle chance que par hasard, eh bien le nombre des répétitions soit totalement identique. Alors que si on prend 13 loci, on n'a qu'une chance sur 10 puissance 18 que le hasard fasse que le nombre de répétitions dans le génome soit identique, qui nous met à l'abri du fait d'annoncer une filiation alors qu'il n'y en a pas. Sauf s'ils sont parents. Il y aura alors des similitudes. Mais forcément, puisque c'est ce qu'on cherche, en fait. Vous commencez à comprendre le truc? Alors petite précision, et non des moindres, dans le cas des jumeaux monozygotes, ça embrouille un petit peu le calcul. Parce que des jumeaux, vous savez ce que c'est, et monozygotes, ça signifie qu'ils ont très exactement le même génome. Tout simplement parce qu'ils viennent de la même cellule œuf qui s'est divisée par la suite. Donc forcément ça casse un peu le truc, hein, parce qu'il est difficile, impossible même de différencier ces génomes, puisqu'ils sont identiques. Donc du coup on va être obligé d'utiliser d'autres moyens, comme des empreintes digitales. Entre nous, je viens de vous donner la recette du crime parfait, pour passer de bonnes soirées en famille. Merci, professeur. Bref, une fois qu'on a récupéré un bout de ce pauvre Salvador Dali, on va faire en sorte de mesurer, à lui et à sa potentielle fille, la taille des fragments d'ADN comportant les séquences répétées, afin de connaître le nombre de répétitions pour les 13 loci. On utilisera notamment une technique très courante en laboratoire qui va nous permettre de cibler nos 13 loci, et puis justement de prendre cette partie et de la multiplier en de très grandes quantités, ce qui permettra de travailler dessus. C'est ce qu'on appelle une PCR, on ne détaillera pas plus aujourd'hui parce que c'est pas utile. Et pour terminer avec ce côté technique, forcément les fragments qu'on a obtenus par PCR, eh bien on va pouvoir regarder leur taille. Parce que forcément, ces fragments, eh bien plus il y a de répétitions dans nos microsatellites, plus les fragments seront grands. Donc la taille permet de déduire le nombre de répétitions de nos séquences microsatellites. L'empreinte génétique est prête. Ah non, mon script. En définitive, on va donc comparer le nombre de répétitions qu'on a trouvé dans l'ADN de Salvador Dali aux 13 positions dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on va faire pareil avec l'ADN de sa potentielle fille, en tenant compte bien sûr du fait qu'elle n'aurait en théorie que reçu la moitié du génome de Dali. Et vous connaissez la suite, parce que je l'ai dit au début de la vidéo, ça matche pas. Bon, alors là vous êtes en train de me demander, est-ce que c'est fiable à 100%? En théorie, oui, souvenez-vous de la probabilité dont on a parlé tout à l'heure. Le truc, c'est que l'histoire de l'empreinte génétique dans les enquêtes criminelles, et de l'ADN en général, c'est bourré d'erreurs et de bourdes en tout genre. Parce que l'ADN, lui, il est relativement fiable, bien sûr. Mais ce qu'il y a autour, ça peut foirer. Parce que l'erreur est humaine. À commencer bien sûr par l'intervention de Régis. Régis qui a trouvé le moyen de contaminer les kits pour prélever l'ADN sur les criminels. Du coup, c'est l'ADN de Régis qu'on retrouve partout. Oui, bonjour, moi c'est Régis, je vous ai dessiné le coton-tige. Donc moi, mes doigts, précisément, je les ai mis là, voilà, tout autour, et bien au milieu, c'est important, bien sûr, voilà, parce que moi j'adore contaminer les trucs, faut le savoir. Le tableau, par exemple, hop, 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 voilà, bien, c'est bien contaminé, voilà, parfait. Ah, Régis, quel con. Alors oui, comme ça a l'air plutôt rigolo, mais le truc, c'est que c'est pas du tout une légende. Entre 1998 et 2003, la police allemande était à la recherche d'un tueur en série surnommé le fantôme d'El Braun. Serial killer. Relié à 32 crimes, on retrouvait son ADN un petit peu partout en Europe.
Sauf que cet ADN, c'était bel et bien celui de la dame qui avait fabriqué le kit pour prélever l'ADN. Non, et puis après tout, on peut tout imaginer, hein. On pourrait très bien mettre, par exemple, l'ADN de son pote sur une scène de crime, pour de bonnes soirées entre amis, là aussi. Ou carrément, truquer le prélèvement. En 1992, le docteur canadien John Schneeberger a violé une de ses patientes. Je vous épargne les autres détails de cette sordide histoire. Schneeberger a eu 3 prises de sang, et à chaque fois, l'ADN qu'on y trouvait était différent de celui qu'on avait retrouvé sur la patiente. Une histoire terrible puisque malgré les différentes requêtes de la victime, l'ADN ne collait jamais. Et il fallut attendre 1997 pour qu'enfin de nouveaux prélèvements soient faits dans la bouche, sang, cheveux, et que ces prélèvements-là l'inculpent pour de bon. Schneeberger avait trouvé le moyen de falsifier les premiers tests en se posant un drain de 15 cm dans le bras. Drain qui bien sûr contenait le sang d'un autre, et en demandant aussi à la personne qui faisait les piqûres de piquer à un endroit précis. Les tests ADN ont donc leurs limites. Je ne vous ai donné que 2 exemples, mais entre les contaminations, vices de procédure et dégradation, la liste de problèmes pouvant survenir est longue. Toutefois, l'ADN ne ment jamais. La preuve, elle par contre, se falsifie à l'envi. Il y a également dans cette histoire une terrible ironie. Certes, le point de départ est quelque peu lugubre. Salvador Dali fut celui qui peignit l'ADN. Il dédia d'ailleurs l'une de ses œuvres à Francis Crick et James Watson, qui firent partie des découvreurs de la structure de l'ADN. Mais si l'artiste à la moustache éprouva tant d'intérêt pour l'ADN, il devint malgré lui celui qu'on profana pour le sien. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'était le premier du genre sur l'ADN, mais à mon avis pas le dernier. D'ailleurs, il y a un épisode TP en préparation sur le sujet. Et puis même en épisode classique, l'ADN, ça va revenir sur le tapis. C'est obligé. Je voulais aussi vous remercier pour vos retours positifs sur le numéro spécial que j'ai publié il y a quelques temps maintenant, le dentier de l'ancêtre. Si vous l'avez pas vu, bien sûr, allez-y. Vous vous en doutez, c'est une vidéo qui a demandé beaucoup plus de travail qu'un épisode comme celui-ci, c'était donc un numéro spécial. Donc je suis très content que ça vous ait plu et que plus de gens que d'ordinaire l'aient regardé. Donc c'est super cool, merci à tous ceux qui l'ont partagé et tout. Et puis sur ce, la vidéo se termine pour de bon cette fois, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de l'envers de la blouse. Salut! L'ADN stocke et l'autre transporte et exactement. forme les protéines qui ne sont jamais Crée. pareilles. C'est celle qui crée. Et il n'y a pas Celle une... qui crée, c'est l'ARN. C'est ça. Et celle qui maintient le stockage C'est ça. de l'information, c'est l'acide désoxyribonucléique. C'est très amusant parce que moi, je parle de l'acide désoxyribonucléique depuis que j'ai connu Crick, je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu très bien Watson. Oui. Et depuis ça, je ne parle que de ça. Et quand en Espagne, à Barcelone ou même à Paris, je commençais tous mes discours en parlant de l'acide désoxyribonucléique, tout le monde croyait que c'était la même chose que quand je dis una polla chica fica pallerica camatorti macarica. Ils croyaient que c'était la même chose.